D'accord. Alors, en 2008, le retentissement de la crise des subprimes aux États-Unis témoigne de ce que ces États-Unis sont devenus une démocratie très orientée vers le profit et qui met en valeur son économie avant toute autre chose, avant toute autre structure d'État. Dans ce contexte, Martha Nussbaum, qui est une philosophe américaine, écrit un livre qui est à l'origine intitulé explicitement Not for Profits, Why Democracy Needs Humanities. Et en français, ce titre a été transformé pour donner quelque chose d'encore plus manifeste, avec comme sous-titre Comment former le citoyen du XXIe siècle. Ce qui montre que cet ouvrage a vraiment des prétentions à proposer un nouveau type d'éducation. C'est un texte donc qui se présente comme un manifeste pour une éducation plus démocratique, dans un contexte qu'elle qualifie de crise, même si elle l'appelle silencieuse, et elle veut valoriser les humanités, qui sont donc des disciplines littéraires, mais aussi comprenant les sciences humaines, sciences sociales, dans une visée de lutte contre le regard utilitariste et scientifique aujourd'hui adopté par la majorité des sociétés, et parce qu'elles sont tournées vers le profit. Après avoir exposé dans les chapitres 1 et 2 les aspects de cette crise, en s'appuyant sur les exemples de l'Inde et des États-Unis notamment, puis montrer les paradoxes des modèles américains et indiens en s'intéressant aux constitutions versus aux réalités de ces constitutions, Nussbaum aborde dans le chapitre 3 son idéal en termes d'éducation citoyenne. Et ce passage, précisément, des pages 39 à 42, résonne en deux temps, d'abord en mettant en lumière les mythes qui empêchent l'éducation d'évoluer, puis en rebondissant sur cette première provocation pour valoriser une forme d'éducation de l'individu avant toute autre chose, suivant le modèle indien de Gandhi. Cet extrait nous permet de questionner la façon dont Martha Nussbaum, en pointant du doigt les obstacles systémiques et mythiques, au sens de fantasmer, à une éducation tournée vers la démocratie, parvient à susciter chez ses lecteurs l'envie d'y remédier et d'ouvrir les yeux sur d'autres modèles éducatifs, notamment hors Occident. C'est l'axe problématique que je découperai ensuite dans mon analyse en trois axes. D'abord le constat d'un point critique dans l'histoire de l'éducation et de la nécessité de comprendre les obstacles pour aller au-delà d'eux. Un deuxième axe qui étudiera la manière dont Nussbaum provoque, avec un ton polémique, visant les Américains en particulier, et dans un troisième axe, la proposition d'un nouveau schéma éducatif centré sur l'individu avant qu'il ne soit citoyen, l'individu enfant. Premièrement, Martha Nussbaum cite Rousseau donc dans Émile ou de l'éducation et cite également Winnicott, qui est un psychanalyste, et ces auteurs prônent une éducation notamment centrée sur l'individu et centrée sur le jeu très tôt dans la formation de l'enfant. Et la citation de Rousseau, en l'occurrence, prépare celle de Gandhi et de Freud ensuite sur la formation de l'enfant en très bas âge. La première phrase est très succincte, l'éducation s'adresse aux individus, et donc montre vraiment quelle va être sa thèse dans ce chapitre, et elle provoque un effet de tension parce qu'elle est très courte et provocatrice. Il faut savoir que Martha Nussbaum se situe dans son domaine, elle écrit notamment Nos élèves, et donc parce qu'elle est professeure de philosophie, et donc elle s'inclut dans les problèmes qu'elle propose, enfin qu'elle analyse, et donc elle prend une position assez humble dès le début dans ce débat. Il y a un paradoxe parce que les États-Unis sont un modèle démocratique pour le reste du monde, encore plus à ce moment-là en 2010, ce qui montre qu'elle veut pointer quelque chose qui est pour elle effectivement silencieux. Son problème est d'importance nationale et mondiale, dit-elle, et on peut entendre ici en sous-texte Rabindranath Tagore, sur lequel elle s'appuie de nombreuses fois, parce que lui parle d'une formation à être citoyen du monde, et elle, en fait, a ça comme idéal en tête lorsqu'elle parle d'une importance nationale et mondiale de ce problème de l'éducation. Elle pose de nombreuses questions, notamment dans la page 40. Quelle force conduit les groupes puissants à chercher à contrôler et dominer? Pourquoi la majorité essaie-t-elle systématiquement de dénigrer ou de stigmatiser les minorités? Ce qui fait qu'elle met en évidence pour chacun les problèmes qu'elle-même a rencontrés dans son étude. Et elle utilise un vocabulaire polémique, notamment les groupes puissants, la force, les verbes contrôler, dominer, dénigrer, stigmatiser, et elle parle de s'élever contre elle, contre ces dynamiques de puissance.
Ce qui montre que même si j'ai dit auparavant qu'elle était humble, elle a vraiment un projet concret pour cette éducation. Et elle veut combattre, elle utilise ce verbe-là. J'entre dans mon deuxième axe d'analyse, la manière dont elle utilise les Américains pour pointer du doigt un modèle qui, selon elle, ne fonctionne pas. Elle fait une généralisation en disant les Américains, parce que tous les Américains ne font pas partie de ce modèle forcément, mais cela les inculpe et les disculpe en même temps, parce que ainsi on peut faire reposer sur l'éducation américaine le problème des individus américains. Elle fait référence à l'axe du mal, c'est une expression qui a été utilisée par Bush fils pendant la guerre en Irak en 2003, et qui faisait notamment du terrorisme une généralité au Moyen-Orient. Et ce faisant, elle montre que des mythes véhiculés aux États-Unis en particulier par l'éducation contribuent à la peur et à la stigmatisation. Pour valoriser les États-Unis, les États-Unis dénigrent d'autres parties du monde. Et elle critique cette idée de choc des civilisations, qui est mentionnée ensuite entre guillemets, et qui divise les sociétés du monde et nourrit une hostilité qui leur est en fin de compte défavorable selon elle, parce que ça donne une vision très binaire des dynamiques mondiales. Et j'en profite pour mentionner le fait que plus tard dans son livre, elle propose d'autres modèles d'éducation, et notamment elle s'intéresse à des outils culturels, parce que la culture fait partie des représentations du monde, et elle utilise des dessins animés comme ceux de Hayao Miyazaki pour montrer qu'il propose des visions moins binaires du monde, avec non, les méchants, les gentils, etc. Et elle généralise cependant, elle n'inculpe pas que les Américains, elle dit que le modèle est mondial, et notamment elle cite le BJP indien. Elle se met du côté de l'humain et considère que donc si le collectif, l'éducation, véhicule des mythes, c'est du côté de l'individu au contraire qu'il faut se positionner, et elle est assez optimiste de ce point de vue. C'est mon troisième axe d'analyse, avec la question du comment on en arrive là, le dernier paragraphe, elle amène l'éducation et son importance dans l'avenir de la démocratie, et elle défend, comme Gandhi, une prise en compte de l'individu pour faire naître en lui les qualités d'empathie, de compassion et de respect. Parce que, elle dit, un équilibre psychologique mène à un équilibre politique, et une démocratie fondée sur le respect ne peut parvenir à exister que grâce à cet équilibre. Et elle prépare ce qu'elle va aborder dans ce chapitre, la question de l'enfance, dont j'ai parlé avec Rousseau. Maintenant, je parle de point de critique. Il me semble que cette pensée est assez utopiste et a été déjà entendue, et justement par des penseurs indiens comme Gandhi ou Rabindranath Tagore. Et c'est utopiste car on peut penser que si la stigmatisation existe et est si générale aujourd'hui dans le monde, c'est parce que, par exemple, une nation peut en avoir besoin pour se constituer, pour s'unir. Donc comment vraiment abolir? Est-ce qu'on n'est pas dans une impasse sur ce modèle de construction? Et en même temps, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas être d'accord dans l'idée avec Martha Nussbaum. Et donc c'est assez simple comme pensée peut-être. Et il y a un paradoxe entre individu et collectif, ce qui me permet de faire un dépassement, entre individu et collectif au sein d'une démocratie, ce qui me permet de faire un dépassement avec un risque, selon moi, de créer des élites sociales avec ce mode de pensée, centré sur l'individu, parce que Nussbaum parle plus tard elle-même des écoles privées qui fonctionnent mieux aux États-Unis que les écoles publiques, et qui sont d'ailleurs plus mixtes en termes d'éducation que les écoles publiques, et malgré quelques exceptions, comme ce qu'elle cite, le chœur des enfants de Chicago, qui est mixte, c'est assez rare. Donc elle alimente un peu l'idée que la philosophie serait détachée en fait des réalités complexes du monde, et encore plus aujourd'hui dans le modèle américain sous Trump. Et en même temps, on peut dire qu'un tel livre, puisqu'il a perdu en popularité depuis Trump, est assez important, puisqu'il montre que ce que nous pouvons considérer comme évident en étant, étudiant en lettres ou en étant dans un modèle d'éducation ici à l'occidental et en France encore assez ouvert, voilà, ce que l'on prend comme une évidence et que j'ai cité comme tel n'est plus tant évident aujourd'hui sous Trump, ce qui montre que ce type d'ouvrage peut être en fait assez utile. C'est simplement qu'il faudrait pouvoir présenter un tel texte de manière moins utopiste et de manière à moins blâmer peut-être certaines populations qui se trouvent notamment aujourd'hui aux États-Unis et qui n'ont pas les possibilités d'être autant informées sur la situation mondiale de manière aussi neutre que ce que cela peut être fait ailleurs. Voilà. Merci. Merci, Philomène. Alors,
Peut-être comme d'habitude, des petites questions de Oui. détail d'abord, et puis des questions un peu plus larges sur ce que vous avez présenté. D'abord, peut-être la ligne 1, vous avez tout à fait raison, évidemment, on a insisté sur la ligne 1, l'éducation s'adresse aux individus. Pourquoi est-ce que vous avez indiqué qu'elle était assez provocatrice? Réinsister sur ce point pour être plus clair. En quoi vous la voyez comme une provocation? Parce que je pense que ça entre en écho avec les modèles de constitution auxquels elle s'est intéressée dans le chapitre précédent, enfin j'imagine. En fait, l'éducation ne doit pas véhiculer des mythes, et les mythes dont elle parle, par exemple celui de l'axe du mal, etc., sont véhiculés par le collectif et non en partant de l'individu et de ses émotions. Et comme elle veut insister sur l'intérêt des émotions et non des mythes que l'on transmet à des classes entières, et ben elle pense que partir de l'individu, c'est une meilleure manière d'éveiller son empathie à l'égard du reste du monde, j'imagine. Parce que l'éducation à l'intérieur d'un État-nation, elle a été, jusqu'à récemment encore, elle a été organisée vers quel thème, vers quel grand but? Ah oui, le fait de valoriser l'histoire nationale, Oui, patriotique. c'est ça. Donc on est passé d'une éducation patriotique à une éducation des citoyens, ce qui est Mhm. évidemment pas la même chose. C'est juste pour avoir, je rajoute un exemple juste en crochet, sur les tableaux, dans toutes les classes, dans tous les États du monde, il y avait marqué tu seras soldat. C'était la logique qui apparaissait autour de l'éducation. Deuxième point, vous avez là aussi repéré l'importance de l'expression du choc des civilisations. Est-ce que vous pouvez l'associer à un auteur, à une date, à quelque chose de plus précis que Euh, simplement ce qui est dans le texte de Nussbaum, qui a non, proposé la théorie du choc des civilisations, à quel moment, un auteur, une date, un livre? non, je pense que je l'ignore. Si vous ne savez pas, vous dites, hein, je ne sais pas. Mhm. Parce que, a priori, ça fait partie du programme que vous pouvez étudier en terminale. Donc, c'est Samuel Huntington. Donc, c'est Ah oui. un politologue américain qui, en 1992, a proposé dans un article qui s'appelle The Clash of Civilizations, donc cette idée-là. Et en 1995, c'est devenu ensuite un livre où il s'opposait justement à la théorie dominante à l'époque, qui était celle de la fin de l'histoire, avec l'idée que on allait vers la démocratie libérale et capitaliste. Et Huntington a mis en face de cela un récit opposé. Voilà, si vous avez le temps d'aller Oui, voir ce serait bien. quelques minutes là-dessus. Alors, ça, c'était peut-être pour les points de détail. Mais rentrons sur le fond et sur les critiques que vous avez fait à la fin, parce que finalement, vous avez raison de la critiquer. Il y a une sorte de paradoxe, en fait, en permanence dans son texte, et peut-être d'ailleurs en permanence dans son livre, c'est que il faut à la fois faire appel à des principes moraux, et en même temps, on voit bien que ces principes moraux-là, ils sont évanescents. Alors, je vais vous proposer une expérience de pensée. Comment est-ce qu'on fait pour que des enfants qui se partagent un gâteau le partagent de façon équitable? Vous n'avez pas encore d'enfants, donc vous n'avez jamais été confronté à ça. Mais c'est pas du tout un principe moral. On va pas leur faire la morale en leur disant c'est pas bien, il faut vraiment que tu coupes ton gâteau en deux. Oui, Comment on on est fait? obligé, je sais pas si c'est là que vous voulez en venir, mais on est obligé de leur faire penser à eux d'abord. On est En obligé fait, de leur c'est pas du montrer. tout ça que je veux vous amener. C'est qu'il y a un système tout simplement institutionnel. C'est un système d'une institution qui Oui, fait mais que donc on leur fait pas éprouver non. personnellement la nécessité de justice, on leur fait éprouver d'abord par une règle, ce qui n'est Oui, pas exactement. intelligent Et comme quelle est manière la règle d'éducation. alors à votre avis? Comment on fait pour que deux enfants partagent un gâteau équitablement? C'est très simple, hein. Il y en a un qui le coupe et l'autre Ah qui oui, choisit oui, qui a chacune des oui. parts. Et donc évidemment, vous allez obtenir tout simplement une part égale. Et vous voyez, c'est pas un principe moral, c'est un principe Oui. institutionnel. Est-ce que, finalement, maintenant que j'ai terminé ma expérience de pensée, est-ce qu'on ne peut pas revenir à Martha Nussbaum et dire que finalement, elle est en permanence coincée? Parce que elle, et c'est même le titre du chapitre, hein, elle n'est pas coincée dans des émotions morales au lieu de réfléchir en termes de sciences politiques, si je peux dire ça comme ça? Mhm.
vous pouvez enchaîner. Bien, moi j'ai l'impression que c'est aussi sa position de philosophe qui mène à cela. C'est-à-dire que, évidemment, elle n'a pas forcément de solution concrète à ce qu'elle apporte, et c'est d'ailleurs un problème de l'ouvrage, mais elle veut d'abord attirer l'attention sur les émotions. Et je pense que ce que vous me proposez là témoigne aussi du fait que on a du mal à se concentrer seulement sur les émotions. Euh, mais donc je sais pas trop ce que vous voulez me faire dire parce que ça vient, enfin c'est compris dans Je ma... voulais, je voulais surtout que vous insistiez sur les aspects critiques Oui, d'une sorte de situation ambiguë dans laquelle est en permanence enfermé Martin Nussbaum. Mais oui. là, on discute un peu en général, hein, on a quitté un peu la Ben, logique. parce qu'on ne peut pas être centré seulement sur l'émotion, dans le sens où l'émotion est très liée à l'individu, en tout cas dans la réalité des faits, je veux dire, elle dans son idée, l'émotion nous permettrait de nous connecter les uns aux autres. Mais l'émotion de fait est très liée à l'individu, et donc si on est centré chacun sur soi, on a du mal à créer des structures dans lesquelles on pourrait être juste et on pourrait se confronter à des situations, oui, juridiques, quoi, judiciaires. Je sais pas, mais c'est trop, trop abstrait l'émotion peut-être. Oui, tout à fait, c'est ça. Là, vous n'hésitez pas à insister sur cet aspect-là dans vos critiques. Vous avez raison, il faut vraiment qu'apparaissent des aspects critiques. Je suis en train de chercher un document que je vais vous envoyer à vous et à Julie aussi. Alors, où est-ce que je l'ai rangé ce matin? Euh, voilà. C'est, oui, c'est un document qui a été publié, un article de réflexion qui a été publié dans Le Monde daté de hier. Euh, et vous voyez, puisque Ouais, vous avez à un moment donné utilisé les trois mots qu'elle utilise, hein, ouais, développer chez l'individu l'empathie, la compassion et le respect. Mais justement, aujourd'hui, dans l'Amérique de Trump. fait l'unanimité contre elle. Ouais. Et ensuite, l'article dit que c'est pas simplement aux États-Unis, que c'est un processus presque mondial en quelque Mhm. sorte, hein, autour de cette notion-là. Et on voit que c'est là la limite en quelque sorte du raisonnement de Nussbaum, c'est de dire d'une certaine façon, tout le monde est d'accord pour l'empathie. Mhm. Mais non, absolument pas en fait. Et l'empathie aujourd'hui serait remplacée par le darwinisme social en quelque sorte, hein, qui le remplacerait. Donc je crois qu'il ne faut pas hésiter à être critique. Vous l'avez été à la fin hein, de votre... mais vous l'avez été simplement dans les, on va dire, 2 minutes et demie. Mhm. Alors en même temps je Oui. comprends, hein, En fait, moi l'objectif je n'est pensais... pas... Pardon. Allez-y, allez-y. Oui, je pensais que dans l'organisation de l'exercice, je pensais qu'il fallait donner sa critique à l'issue de Oui, ces oui. trois axes, mais on peut commencer à en donner des points dans l'analyse. Donc vous avez raison de placer comme ça, c'est-à-dire dans une réflexion générale, si vous voulez, il vaut mieux faire comme vous avez fait. Mhm. Là aussi, on a un peu quitté la simulation classique, si vous voulez, parce que pour dire les choses clairement, votre présentation est très bonne. Voilà, c'est vraiment très bien ce que vous avez fait. Merci. Et donc, j'ai pas énormément de choses en fait à vous dire parce que c'est vraiment par rapport au premier. Alors, c'était la même chose pour Julie aussi. Hein. Vous êtes beaucoup plus à l'aise sur Nussbaum que sur l'Anthropocène. Ce qui C'est est parce assez qu'on est des logique, littéraires, évidemment. c'est simple. Ah oui, c'est ça, Oui. exactement. Et donc, éventuellement, si vous voulez, d'ailleurs, Julie m'a demandé de faire un troisième, et elle m'a pas encore répondu, mais je lui ai dit que si elle voulait faire un troisième entretien, vraiment, il faut que ce soit sur l'Anthropocène, en fait, parce que c'est là, je vois que vous êtes très à l'aise sur Nussbaum, donc, vous comme Julie. Et donc, c'est pas enfin, comme vous voulez, mais ça me paraît plus logique de travailler Mhm. sur l'Anthropocène, où manifestement vous êtes moins à l'aise que sur Ouais. Nussbaum. En tout cas, encore une fois, ce que vous avez fait là était très bon, et gardez bien ça. Si je reprends, si vous voulez, vraiment les points forts de ce que vous avez présenté, votre introduction est très bonne. Vous commencez tout de suite par la crise des subprimes, ça j'ai beaucoup aimé, parce que c'est tout de suite montrer le contexte de 2008 comme vous l'avez indiqué. Ensuite, vous arrivez très vite, vraiment Oui, vous comme m'aviez dit la dernière fois. voilà, c'est ça. Mhm. En moins de 2 minutes, enfin juste à 2 minutes pile, vous avez présenté vos trois axes. Et puis après, vous déroulez vos trois axes vraiment sans faire d'erreur. Hein. Vraiment, je n'avais pas grand-chose à vous demander, en fait, hein, si ce n'est ce que je vous ai indiqué à l'instant, là, sur le choc des civilisations. Le-
si vous voulez, le jury ne serait pas déstabilisé, que vous ne le connaissiez pas, hein. C'est quand même des choses très techniques, donc il ne serait pas déstabilisé par ça. La façon dont vous avez utilisé l'axe du mal, c'est bien, hein, oui, Bush fils, on va plutôt dire George W. Bush, puisque son père c'était George H. Bush. Voilà, donc il vaut mieux utiliser ça. La façon dont vous avez aussi utilisé d'autres éléments en amont du livre, en aval du livre, particulièrement le Miyazaki, ça c'était très bien vu aussi. Non, encore une fois, j'ai pas énormément de choses à reprendre sur ce que vous avez dit, si ce n'est peut-être, alors là je sais pas trop comment faire, c'est une question que je me pose aussi, hein, est-ce qu'il faut dire une troisième partie critique, point d'interrogation, ou bien comme vous l'avez fait, c'est-à-dire annoncer un troisième axe qui vous amène à un moment donné à une partie critique. J'aurais tendance à dire que c'est plutôt comme vous l'avez fait. Par contre, peut-être annoncer. Oui, c'est vrai. Ouais. Je peux dire, je l'aborderai dans ma critique tout à l'heure. Voilà, exactement. C'est ça. C'est-à-dire que quand vous annoncez votre troisième axe, en disant que vous allez montrer comment on va être centré sur l'individu, et particulièrement sur l'enfant, n'hésitez pas à dire en introduction, et là, je rentrerai dans une critique, de façon à ce que le jury comprenne bien il y aura une critique. Alors que, évidemment, quand vous annoncez les trois axes, finalement, les critiques n'apparaissent pas. Et dans les critiques, comme on l'a dit à l'instant, n'hésitez pas à être très critique, en disant ce qu'on a essayé de montrer, qu'elle était un peu coincée dans des positions morales. En même temps, c'est le titre du chapitre 3, hein, donc elle ne cache pas cela, mais que finalement, ces versions morales-là, elles sont très, comment dire, encore une fois, évanescentes. Elles dépendent du temps, au sens de la période dans laquelle nous sommes. Le hasard fait que je suis actuellement à Évian, là, pour la semaine, et que depuis 3 jours, j'avais tous les hélicoptères au-dessus de chez moi, là, avec, parce qu'évidemment, il y avait le G7 qui était là, et donc la période de Trump est quand même très différente de la période de Barack Obama. Voilà, donc n'hésitez pas à être critique. Et par contre, j'ai beaucoup aimé votre conclusion aussi, en disant qu'au lieu de dire que le livre est dépassé, ça vraiment gardez-la. Si vous avez un extrait de Nussbaum, gardez cette conclusion-là, ou gardez cette idée-là. Au lieu de dire que le livre est dépassé, vous dites qu'il est encore plus important aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Vous avez tout à fait raison. Vous savez, la comparaison qu'on donne toujours quand on parle de ça, c'est de dire que c'est pas parce que les gens ne respectent pas le code de la route qu'il faut supprimer le code de la route. C'est même exactement l'inverse. C'est parce que les gens ne respectent pas le code de la route qu'il y a besoin de rappeler qu'une norme s'appelle le code de la route et que c'est cette norme-là que la société considère comme l'attitude à avoir, l'attitude morale presque là à avoir. Donc ça vraiment, vous avez très bien terminé là-dessus. Voilà, en tout cas, je trouve que là aussi, on retrouve les bonnes qualités de la fois dernière, hein, votre vitesse d'élocution, la façon dont vous êtes à la bonne distance, la façon, voilà, vous avez bien tenu compte là, d'une introduction qui était trop longue la fois dernière et que vous avez bien amené maintenant. Donc c'est très bien. Bravo, Philomène. Merci. Dites-moi si vous avez des remarques ou des questions. Non, je crois que j'ai pas vraiment de questions. Je pense pas. Enfin, mais parce qu'en fait, moi j'ai une question sur un livre il me semble, qui ne vous concerne pas. Sur Au nom des femmes, mais je peux essayer de demander à. Parce qu'en fait, il y a 2 ouvrages, et notamment celui sur les 4 consciences et Au nom des femmes, que j'ai plus de mal à critiquer, je crois. Parce que je trouve que leur démarche est très juste. Là, je vous aiderai pas parce que moi, je les connais pas assez. En fait, et je me pencherai sur les extraits et j'essaierai de trouver des points de critique sur les passages, quoi. Vous avez reçu et vous avez lu, évidemment, j'en suis sûr, les Atlantes sur le sujet. Oui. Non, malheureusement, là, je vous aiderai pas. Non, mais il n'y a pas de souci. C'était juste ce qui me venait à l'esprit.
Ok. Voilà. Le nom des femmes, je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé, moi aussi, hein, j'ai trouvé que c'était vraiment un très très bon ouvrage. Mm, Mais comme vous aussi, bah, comme je ne suis pas rentré mm, dedans, je ne vois pas non plus les grandes critiques à apporter. Quant au laboratoire des camps de conscience, je ne le connais pas du tout. Je n'ai même pas mm. lu une seule ligne, puisque non, je ne suis pas du tout concerné par ces thèmes, donc je Ouais. ne le connais pas du tout. Donc là, je vous aiderai encore moins, encore moins là-dessus. Non, mais il n'y a pas de Voilà, souci. très bien. Oui, Donc, vous réfléchissez, on est quel oui, jour aujourd'hui? je vous dirai. Oula, vous Ben, me dites. s'il y a possibilité, pour moi, ce serait seulement demain ou samedi, parce que dimanche, enfin, à Oui, partir de bien sûr, dimanche, je vais être c'est ça, et puis il faut dans ma souffler bulle. un peu. Moi, je pense que